Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Fardet, chercheur dans un institut de santé publique français renommé, pour aborder le thème des aliments ultra transformés. Vous êtes également auteur de livres de vulgarisation, dont le livre Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai. Enfin, vous intervenez comme expert dans le comité scientifique de SIGA. Nous y reviendrons. On peut tout de suite commencer par cette première question. Qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé et d'où vient cette notion? Alors, le terme ultra transformé a été publié dans la littérature la première fois en 2009. Et donc, le concept d'ultra transformé provient de la classification NOVA qui a été élaborée par des épidémiologistes brésiliens, des chercheurs de l'Université de Sao Paulo. Et pour bien comprendre ce que c'est que NOVA, en fait, c'est une approche qu'on appelle empirico-inductive, c'est-à-dire qu'ils sont partis de la réalité, de ce qu'on trouvait dans les cuisines. Et ils ont essayé de voir si on pouvait, à partir des données recueillies, proposer une nouvelle classification des aliments. Parce qu'ils avaient l'intuition que l'explosion des maladies chroniques, notamment au Brésil en peu de temps, en une quinzaine d'années, notamment surpoids, obésité, syndrome métabolique et diabète de type 2, avait plus à voir avec le degré de transformation des aliments en première intention plutôt qu'avec la composition nutritionnelle des aliments. Et donc, ils se sont rendus compte que dans une cuisine, on pouvait trouver 4 types d'aliments. D'abord des aliments bruts qui sont peu ou pas transformés, qui peuvent être éventuellement pelés, découpés, mais auxquels on n'ajoute rien. Éventuellement, on peut trouver quelques conservateurs. Donc ça, on peut le trouver assez facilement dans les cuisines. Ensuite, on trouve des ingrédients culinaires d'utilisation courante depuis la nuit des temps dans les placards. Donc on va trouver le sucre, le sel, le poivre, les épices. On peut trouver de la crème, du beurre, des huiles. Mais ces ingrédients culinaires ne se consomment pas tels quels. Ils ne se consomment qu'en ajout à des aliments bruts, peu ou pas transformés, qui va donner le troisième groupe des aliments transformés, c'est-à-dire le repas que vous allez cuisiner le soir. On va aussi trouver des plats traditionnels des terroirs. Donc, ce groupe 3, c'est donc les ingrédients culinaires plus les aliments du groupe 1, bruts. Mais ils se sont rendus compte aussi que dans les réfrigérateurs, on pouvait trouver, ou même dans les placards aussi, on pouvait trouver un quatrième type d'aliment qui ne correspondait à aucun de ces trois-là, qui avait souvent des longues listes d'ingrédients à rallonge avec des noms un peu inconnus du grand public et qu'ils ont appelés des aliments ultra transformés, avec des emballages souvent très colorés, très attractifs, des mentions santé qui sont souvent, des mentions nutritionnelles, pardon, qui sont souvent trompeuses, par exemple enrichi en quelque chose, allégé, blé complet, etc. Et ils ont décortiqué ces ingrédients et ils les ont appelés des ingrédients et additifs cosmétiques ou agents cosmétiques, c'est-à-dire des substances en fait qu'on rajoute à l'aliment pour en modifier les propriétés organoleptiques ou sensorielles, c'est-à-dire goût, couleur, arôme et texture. Donc pour le goût, c'est les exhausteurs de goût, les édulcorants. Pour la couleur, ça va être les colorants. Pour les arômes, pour l'odorat, c'est souvent les arômes. Et ensuite, en bouche, il y a aussi la texture avec tous les texturants, les émulsifiants, les agents de texture. Donc, modifier les propriétés sensorielles, il y a plusieurs types. Ça peut être soit restaurer des propriétés sensorielles perdues liées à l'ultra-transformation. Ça peut être soit imiter les propriétés sensorielles. Par exemple, quand vous mettez un arôme de fraise dans un yaourt sans fraise, vous imitez la fraise. Ça peut être aussi masquer un goût indésirable ou alors exacerber la sensorialité. Alors, exacerber est très utilisé parce que c'est très rentable. Ça va nous pousser à consommer plus que de raison. Donc, il faut bien comprendre la définition d'aliments ultra transformés. On est bien face à des aliments qui contiennent ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra transformation ou des MUT. Et ces marqueurs d'ultra transformation sont ces agents cosmétiques pour artificialiser ou modifier l'apparence de l'aliment. Alors, d'où vient le mot ultra et transformé? En fait, ça correspond à la dernière transition alimentaire qu'on a vécue après-guerre. L'ultra-transformation a commencé après-guerre avec le cracking de la fécule de maïs pour faire du sirop de glucose-fructose aux USA. Donc, on a commencé pour valoriser notamment des excédents et pour être autonome dans la production de sucre par rapport aux autres pays, aux USA, à transformer la fécule de maïs par des traitements très drastiques. C'est-à-dire que là, on ne se contente pas de raffiner ou de faire des traitements thermiques, mécaniques, mais on va extraire les molécules constitutives de l'aliment parce qu'on appelle le cracking ou le fractionnement alimentaire. Donc l'ultra-transformation est née dans les années 50. Elle va prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'au fur et à mesure des années,
on se rend compte que ces ingrédients produits en masse sont bon marché, permettent un petit peu de camoufler des propriétés sensorielles indésirables, d'exacerber goût, couleur, arôme et texture, ce qui est très rentable parce que ça vous fait acheter le produit, vous en consommez plus que de raison. Si vous ciblez les jeunes, vous pouvez en faire des clients à vie et en les éloignant des vrais aliments. Parce que une autre intention de ces aliments sur la planète, c'est bien de se substituer aux vrais aliments. On voit les sodas en Amérique du Sud qui se substituent par exemple à l'eau. Les céréales du petit déjeuner pour enfants qui sont pratiquement tous ultra transformés se substituent au pain traditionnel. Un yaourt aux fraises sans fraises va se substituer à un vrai yaourt, etc., etc. Ou un nuggets de poisson va se substituer au vrai poisson. Donc, on voit bien qu'il y a, à travers l'ultra-transformation, une volonté de progressivement remplacer les vrais aliments, et notamment dans les pays émergents où ils sont en train de faire une percée gigantesque avec un chiffre de croissance à 2 chiffres. On assiste justement à la substitution des plats traditionnels, notamment chez les plus jeunes, par ces aliments ultra-transformés. Donc, ultra vient de ces procédés industriels sans commune mesure par rapport à ce qu'on peut trouver en cuisine et qui n'existaient pas avant. Avant, les traitements technologiques étaient thermiques, mécaniques, fermentaires ou l'addition d'ingrédients culinaires qui donnent le groupe 3 de Nova. On peut aussi citer comme nouveau traitement très drastique, sans commune mesure en cuisine, la cuisson-extrusion, qu'on retrouve dans les céréales du petit déjeuner pour enfants ou même dans d'autres produits, le soufflage. Et vous remarquerez qu'il y a un point commun à tous ces traitements, cracking, cuisson, extrusion, soufflage, qui vont donner ultra transformation, parce qu'on est bien dans des traitements qui sont ultra. On a une dégradation des matrices alimentaires par ces procédés qui est beaucoup plus importante qu'avec les traitements classiques, mécaniques, thermiques et fermentaires. Parce que quand on isole un constituant alimentaire, on l'isole totalement de sa matrice, donc il est dénué de tout composé protecteur associé. Et quand vous faites des céréales cuites extrudées ou soufflées, vous explosez la matrice au point que finalement la fécule ou le céréale se transforme très rapidement en sucre dans le corps avec des index glycémiques élevés. Donc c'est vraiment de là que vient le mot ultra. Et quelle est la conséquence de tout ça? Quand vous corrigez une propriété sensorielle avec un additif ou un ingrédient ultra transformé comme des sucres hydrolysés, des isolats de protéines, des isolats de fibres, des graisses hydrogénées, vous pouvez aussi créer un autre effet secondaire, donc vous recompensez avec l'ajout d'un autre agent cosmétique et de fil en aiguille, vous en surajoutez. Donc on obtient des produits qui sont surformulés, si bien qu'il y a une corrélation entre les degrés de transformation tels que définis par Nova et le nombre d'ingrédients. Ainsi, dans le premier groupe, on a en général un ingrédient pour les bruts et peu transformés. Dans les transformés, on a en général entre 2 et 5 ingrédients. Et nous, on a calculé, c'est SIGA qui a calculé qu'au-delà de 5 ingrédients, on a plus de 75% de chances que l'aliment soit ultra transformé. Donc, on voit bien que cette hyperformulation est la conséquence de l'ultra transformation. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. La cause, c'est bien l'ultra-transformation. Et l'hyperformulation n'est qu'une conséquence, en fait. Donc, il faut bien toujours s'intéresser à la cause et non aux effets. Voilà, donc il ne faut pas mélanger les deux. Mais je crois que, pour ceux qui nous écoutent, ce qui est important de comprendre, c'est que le paradigme qui est au cœur de l'ultra-transformation n'est plus la composition des aliments, mais c'est bien la matrice alimentaire qui va être surformulée parce qu'elle a été tellement modifiée qu'il faut, par exemple, quand vous explosez la matrice ou que vous isolez des ingrédients et que vous les recombinez, il faut bien recréer les liens qui ont été perdus initialement dans la matrice. Et donc, pour recréer ces liens, on met des texturants, des émulsifiants qui vont servir de colle, en fait. La couleur, forcément, elle peut être atténuée, elle peut être pas très intéressante, donc on va rajouter des colorants. Donc, on a évidemment l'exemple des jambons roses, mais on peut très bien avoir des sodas à l'orange qui, comme la couleur n'est pas satisfaisante, on rajoute du bêta-carotène pour faire que la couleur orange soit beaucoup plus flashy, beaucoup plus exacerbée. Voilà, donc si vous avez compris. Pour nos auditeurs, veuillez rappeler la notion de matrice alimentaire. C'est peut-être pas clair pour tout le monde. La notion de matrice alimentaire? Oui. Oui, alors en fait, le potentiel santé théorique d'un aliment, c'est la combinaison de la composition et de l'effet matrice. Effet composition que multiplie effet matrice. Mais si vous voulez, pour définir simplement ce que c'est que l'effet matrice, c'est que deux aliments de même composition, mais avec des matrices différentes, n'auront pas le même effet métabolique, physiologique et santé à long terme. Donc je prends toujours l'exemple de l'amande parce que c'est facile à comprendre. Si vous prenez une amande entière, ou alors vous la broyez très finement, comme une poudre d'amande qu'on vend dans le commerce, vous avez la même composition en théorie, mais vous n'avez pas la même matrice. Dans l'amande, vous avez une matrice oblongue, solide, et la poudre d'amande, vous avez une matrice broyée.
Et c'est ça l'effet matrice, c'est-à-dire que le passage de l'amande entière à finement broyé, au-delà de la composition, a un effet sur la physiologie, le métabolisme et la santé à long terme. Et il y a souvent 3 effets qu'on retrouve avec les fruits, les céréales, les grains et les graines. C'est moins de satiété, puisque forcément, quand la matrice est altérée, vous mastiquez souvent moins, et donc la satiété est moins stimulée. Or, la satiété est un puissant régulateur de la prise alimentaire, et donc du poids à long terme. Ensuite, quand la matrice est souvent déstructurée, par exemple un jus d'orange par rapport à une orange, eh bien, les nutriments sont libérés plus vite. Et vous savez que la cinétique de libération des nutriments joue un rôle sur la santé, notamment on connaît l'index glycémique qui est lié à la déstructuration des matrices, notamment dans les produits céréaliers. Et enfin, troisième conséquence, eh bien, vous allez souvent consommer plus après, soit de lipides ou de sucre. Par exemple, quand vous faites un jus de fruits, vous prenez souvent 2 ou 3 oranges, alors que si vous mangez l'orange entière, en général, vous n'en prenez qu'une. Donc on voit bien que quand on passe par exemple de l'orange au jus d'orange, il y a 3 conséquences sur la santé au-delà de la composition. Vous consommez plus de sucre, à libération plus rapide, et c'est moins rassasiant pour la matinée ou la journée. Donc cet effet matrice, en fait, est fondamental parce que j'ai tendance à dire que la matrice de l'aliment ordonne et les nutriments obéissent. C'est-à-dire que c'est vraiment d'abord la matrice qui va conférer le devenir métabolique, physiologique et santé des nutriments. Mais c'est d'abord sur la matrice qu'il faut s'intéresser. Et moi, j'ai fait l'hypothèse que l'explosion des maladies chroniques dans le monde a d'abord beaucoup plus à voir avec la dégradation des faits matrices et l'artificialisation des matrices qu'avec la composition. C'est-à-dire que la cause première, c'est bien la perte de l'effet matrice. Et si on mange trop de sucre, sel, gras ou additifs, ce n'est qu'un effet. Parce que si vous mangez des vrais aliments, d'abord, il n'y a pas d'additifs. Ils sont plus rassasiants car les matrices sont souvent plus solides, plus masticables. Eh bien, vous n'avez pas tendance à consommer plus que de raisins derrière. Donc, je pense que l'erreur qu'on fait souvent au niveau mondial, et même en termes de santé publique, c'est qu'on se focalise sur les effets, c'est-à-dire trop gras, sucré, salé, au lieu de se focaliser sur la matrice. Et donc, quand on se focalise sur la matrice, on recommande de revenir aux vrais aliments avec des matrices préservées. Alors que si on se focalise sur la fraction composition, eh bien, on va dire qu'il faut que le produit contienne moins de sucre, sel ou gras. Mais qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, ça entraîne une reformulation de l'aliment, car quand vous remplacez le sel, le sucre et le gras, eh bien, en général, vous rajoutez des marqueurs d'ultra-transformation, des exhausteurs de goût ou des texturants, parce que quand vous diminuez un constituant, eh bien, il faut bien le remplacer par quelque chose. Donc, si vous voulez, cette approche réductionniste de l'aliment, qui est de se focaliser sur la composition, à mon avis, est une erreur. Alors, c'est même pas à mon avis, puisque j'ai publié des articles beaucoup là-dessus. Je ne suis pas le seul à penser cela. Et puis, alors qu'il faudrait se focaliser sur la matrice pour lutter contre les maladies chroniques. Donc, voilà, il faut bien avoir en tête que le potentiel santé d'un aliment, c'est la combinaison de la fraction composition et de la fraction matrice. Mais la matrice, c'est d'abord elle qui joue un rôle, c'est elle qui commande. Les nutriments ne font en quelque sorte qu'obéir. Je ne sais pas si ça répond à la définition Oui, de ces matrices. ça répond exactement à la question. Je vais dans votre sens. Il faut remettre en avant les aliments avant même les nutriments, hein. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on mange des matrices, donc il faut se focaliser d'abord sur les matrices. Et pourquoi de classer selon le degré de transformation a du sens? Parce que d'abord, c'est visible à l'œil nu. On peut voir les aliments et les classer, alors que les nutriments, on ne les voit pas à l'œil nu. Donc, le grand public et le consommateur lambda n'a pas les outils pour aller classer les aliments selon des critères invisibles à l'œil nu. Et donc, le degré de transformation impacte d'abord la matrice et aussi la composition. Mais vouloir relier les maladies chroniques à la composition des aliments est une erreur très importante de fond. Il faut la relier d'abord au degré de transformation, c'est-à-dire à ce qu'on peut voir et ce qu'on peut mettre dans notre bouche, en fait. Comme vous le dites très justement, on ne mange pas des nutriments. Les nutriments interviennent après, quand ils sont libérés dans la bouche, dans l'estomac, voilà. Et donc, on se focalise sur les choses qui vont arriver après, au lieu de se focaliser sur l'entité que l'on met dans la bouche. Et donc, je pense que là, on fait une erreur, mais elle est en train d'être corrigée, car de plus en plus de pays dans le monde prennent en compte le degré de transformation. Le dernier PNNS recommande de les réduire de 20%. Alors, je pense que c'est probablement en calories, ce qui me paraît très bien, puisque comme on en consomme 35% de calories par jour en France, et qu'il faudrait probablement pas dépasser 15%, donc 35 moins 15, ça fait bien 20. Israël, le Brésil, l'Uruguay, d'autres pays d'Amérique latine commencent progressivement, en termes de santé publique, à intégrer
la notion de degré de transformation, et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus impactant pour la santé humaine, mais aussi pour la planète, parce que ces aliments ne sont pas associés à des systèmes alimentaires durables, en fait. Donc, si vous voulez, cet indicateur holistique, je l'ai appelé tel quel, on a publié un papier là-dessus pour essayer de montrer en quoi c'était un indicateur global et holistique, est beaucoup plus intéressant pour la société que de communiquer sur les nutriments qui sont des indicateurs réductionnistes. Par exemple, si je vous dis moins sucré, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez éventuellement stimuler, le soda va devenir light pour être moins sucré. Mais il va être encore plus ultra transformé que l'autre, puisque dans les sodas light, il y a plus d'additifs que dans les sodas normaux. On peut aller jusqu'à 5 additifs. Par contre, si je vous dis manger moins ultra transformé, eh bien, vous allez supprimer le soda et non, au lieu de passer un soda light, vous allez faire vous-même un jus de fruits 100% naturel à la maison. Et vous avez aussi un impact indirect par rapport au système alimentaire. Parce que quand on revient à des vrais aliments, on réenclenche un cercle vertueux pour les systèmes alimentaires. Donc, c'est un peu l'image des poupées russes. On fait l'erreur de cibler la petite poupée russe à l'intérieur, alors qu'il faudrait cibler la plus grande. Parce que quand vous ciblez la grande poupée russe, c'est-à-dire un indicateur holistique, l'impact sociétal est gigantesque et il embarque tout le reste. Parce que si vous mangez des vrais aliments et que vous réduisez les ultra-transformés, vous allez naturellement réduire le sucre, le sel, le gras et les additifs. Donc, au lieu de perdre du temps avec une vision réductionniste sur les parties des aliments ultra-transformés, sucre, sel, gras, additifs, il suffit de les réduire et les choses vont dans le bon sens de manière assez rapide et naturelle. Voilà, donc c'est important d'avoir en tête cette notion d'indicateur holistique qui prend en compte l'effet matrice et l'effet composition, et pas seulement la composition. D'accord, on va passer du coup à la deuxième question. En quoi leur consommation pourrait être nocive pour la santé ou la planète? Vous y avez déjà répondu en partie, mais vous pouvez Oui, peut-être compléter. oui, alors, donc à ce jour, les études épidémiologiques qui relient aliments ultra-transformés et santé, c'est-à-dire maladies chroniques, on arrive à 70 études épidémiologiques. Sur la classification NOVA, aujourd'hui dans le monde, il y a plus de 700 articles qui ont été publiés. Donc, ça veut dire que le sujet est devenu mondial et beaucoup de scientifiques indépendants de pays différents s'en sont emparés. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2020, on a eu 3 méta-analyses qui ont été publiées. C'est-à-dire, c'est quoi une méta-analyse? C'est-à-dire qu'ils prennent plusieurs études épidémiologiques réalisées dans des contextes différents, des populations, des pays différents, et ils font la synthèse de ces différentes études épidémiologiques. Et toutes ces études, toutes ces méta-analyses montrent des résultats très intéressants avec des risques accrus de 23% de surpoids et d'obésité, si on fait la synthèse des études, plus 20% de dépression, plus 25% de mortalité, toutes causes confondues, ça peut même aller jusqu'à 50 à 60%. On a des risques accrus de syndrome métabolique, qui est un ensemble de 5 dérégulations métaboliques, hypertension, hyperglycémie, surpoids, et puis il y en a 2 autres, j'ai jamais les 5 en tête, mais vous pourrez aller voir la définition du syndrome métabolique. Vous avez des risques accrus donc, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de cancer totaux, de syndrome de l'intestin irritable, de sifflement pulmonaire, wheezing. Et puis aussi, on a montré en 2020 2 études, mais alors, qui sont des études transversales, donc d'un poids scientifique un peu moins important qu'une étude longitudinale où on suit les gens dans le temps. Ils ont montré aussi l'altération de l'ADN, c'est-à-dire une oxydation accrue de l'ADN dans les urines chez les gros consommateurs d'ultra-transformés et un raccourcissement accéléré des télomères des ADN. Le télomère, c'est la partie non codante de l'ADN qui diminue à chaque réplication de la cellule et qui est donc liée au vieillissement, ce qui est un processus naturel. Mais chez les gros consommateurs d'ultra-transformés, ils ont remarqué que ce raccourcissement était accéléré. Alors, ça doit être confirmé parce que ce ne sont que 2 études. Et pour terminer sur la santé, il y a des études aussi très récentes publiées en 2020 qui ont montré que quand on compare les aliments ultra-transformés à peu transformés, ils ont mesuré le nombre de calories consommées par minute. Et ils se sont rendus compte qu'avec les aliments ultra-transformés, sur plus de 320 aliments, eh bien, on consomme entre 56 et 100% de plus de calories par minute. Donc, on voit bien qu'on a des aliments qui et le problème n'est pas lié à la composition, mais c'est bien lié à la texture et à la structure et à la matrice de l'aliment. Peut-être aussi au mode de consommation, comme on les mange plus souvent seuls, on mange souvent plus vite quand on est seul, qui pousse à consommer plus derrière. Et l'étude d'intervention de Kevin Hall, qui a été publiée dans Cell Metabolism, montre très bien, à composition identique, que le groupe de 20 personnes qui consomment un régime ultra transformé, en 2 semaines, consomme 20% de calories en plus.
que le groupe peut transformer. Et si vous voulez, les deux régimes à l'origine étaient équilibrés en macronutriments, en fibres, sodium, etc. Donc, on ne peut pas attribuer cette surconsommation à la composition. Il faut l'attribuer à autre chose. Et donc, probablement, c'est l'hypothèse que je défends, c'est que c'est bien un problème de matrice à l'origine qui fait que, eh bien, on va consommer en excès 20% de calories en plus sur 2 semaines, et ces 20% de calories sont essentiellement du gras et du sucre. Donc, vous voyez, la boucle est bouclée. Voilà. Et bon, il y a d'autres études qui sont en cours, d'autres études d'intervention, mais on voit bien que ces matrices dégradées et artificialisées nous font consommer plus que de raison. Et pour l'environnement, alors c'est un papier qu'on a publié en 2020, et l'année dernière, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 3 papiers scientifiques qui sont parus, un dans The Lancet, nous dans Sustainability, et un autre dans Obesity Review, à peu près dans le même mois, 3 études qui ont montré et suggéré qu'une consommation importante d'aliments ultra transformés ou une globalisation de ces aliments sur la planète était associée à des systèmes alimentaires peu durables. Pour faire simple, en fait, comme ces aliments contiennent des marqueurs d'ultra-transformation qui sont des ingrédients issus du cracking alimentaire, eh bien, on sait que ces ingrédients sont issus de monoculture intensive et de l'élevage intensif, qui vont produire, pour l'élevage, ça va être les œufs, le lait et les minerais de viande, qui vont donner des marqueurs d'ultra-transformation, qui vont être craqués, fractionnés. Et pour les produits végétaux, on va retrouver très peu de produits végétaux, le pois, le soja, la pomme de terre, le blé, le maïs, le riz, qui sont produits en masse et qui vont être craqués pour donner des sucres de céréales, des maltodextrines, des extraits de malte d'orge, des sucres invertis, des polydextroses, des polyols, des isolats de protéines, des isolats de fibres, des graisses hydrogénées raffinées, etc. Voilà. Donc, on voit bien que ce processus de production de ces ingrédients et ces additifs ultra transformés est associé à des systèmes alimentaires très intensifs, très polluants pour la planète. En outre, les produits animaux dans les produits ultra transformés, c'est de l'élevage intensif, nourri avec du soja qui peut entraîner la déforestation. Ensuite, il y a la pollution plastique qui a été bien documentée, notamment sur les sodas dans le monde, avec une pollution plastique assez dramatique. Ensuite, il y a d'autres conséquences que peut-être les gens ne connaissent pas, mais comme ce sont des calories bon marché qui sont répandues sur toute la planète, eh bien, un aliment ultra transformé qui arrive dans un pays d'Afrique, par exemple subsaharienne ou d'Amérique latine, peut être moins cher que le vrai aliment produit localement. Donc en fait, ça va pousser à la disparition progressive des petits producteurs et paysans qui peuvent aller alimenter les bidonvilles de ces grandes métropoles dans ces pays. Ensuite, on l'a vu, c'est associé à des coûts de santé supplémentaires parce que les risques de maladies chroniques sont importants. Elles arrivent de plus en plus tôt, donc l'espérance de vie en bonne santé n'augmente plus. Par exemple, en France, elle stagne à 63,5 années. Donc, les coûts de santé sont importants puisqu'on est en mauvaise santé de la retraite à la mort. Donc, c'est des coûts socio-économiques très importants pour la sécurité sociale. Ensuite, ces aliments sont menaçants pour les traditions culinaires parce qu'ils se substituent aux vrais aliments. C'est des choses qu'on observe en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine, donc dans les 3, on va dire les 3 continents émergents. Ensuite, ils sont associés à des inégalités sociales parce que, étant des calories bon marché, ce sont les plus pauvres et les plus défavorisés qui les consomment le plus et qui sont le plus à risque de diabète et d'obésité, si bien que le diabète du vieux est maintenant appelé le diabète du pauvre. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour, mais vous voyez que la globalisation de ces aliments sur la planète sont associés à la dégradation de la plupart des dimensions de la durabilité, socio-économie, environnement, santé, etc. C'est aussi associé à la souffrance animale, évidemment. Donc, si vous voulez, pour conclure, ce sont des calories très bon marché. Donc, on pense qu'on fait une affaire, on fait un calcul à court terme, on se dit c'est pas cher à court terme, mais en fait, c'est très très cher à long terme pour la santé, la durabilité et l'environnement. D'accord. Et est-ce que vous avez des conseils pratiques pour les éviter au maximum dans son alimentation? Oui, alors, si vous voulez, la difficulté pour le consommateur, c'est évidemment de pouvoir les identifier. Donc, pour les réduire, d'abord, si vous allez au marché, il n'y a quasiment pas d'ultra transformé au marché, mais tout le monde n'a peut-être pas les moyens d'aller au marché. Donc, si vous allez en GMS, grande et moyenne surface, il y a plusieurs façons de les repérer. Donc, au-delà de 5 ingrédients, c'est-à-dire si c'est plus, si vous comptez, je dis bien les ingrédients, il ne faut pas aller regarder la composition parce que ça vous renseignera pas sur le degré de transformation. Eh bien, vous avez plus de 3 chances sur 4 que l'aliment est ultra transformé, donc vigilance. Si les noms, vous ne les reconnaissez pas parce que vous ne les utilisez pas en cuisine, vigilance aussi.
Autre caractéristique qualitative, mais pas absolue, parce qu'il y a des exceptions, hein, ce n'est pas 100% des aliments, mais c'est des tendances qu'on observe, des emballages très très colorés. Vous avez aussi un suremballage, parce que c'est souvent des aliments qui se consomment en portions individuelles, sur le pouce, en déplacement. Vous avez des personnages de l'univers des enfants. Ça, c'est pas bon signe. En général, c'est ultra transformé. Donc, vous avez les héros du moment, Walt Disney, les super-héros, des lions, des singes, des tigres, etc., des oursons. Autre caractéristique, vous avez des allégations nutritionnelles qui laissent à penser que c'est bon pour la santé alors que ça n'est pas le cas. Donc, on va donner quelques exemples. Par exemple, vous pouvez avoir source de calcium pour des pâtes fromagères pour enfants qui sont ultra transformées et qui sont d'une piètre qualité. Vous avez enrichi en blé complet, en fibres, en minéraux, en vitamines, allégé en sucre, sel, gras, sans lactose, sans gluten. Souvent, il y a beaucoup d'ultra-transformation derrière parce que, si vous voulez, pour enlever le gluten, par exemple, dans les produits céréaliers, comme ça confère la matrice à l'aliment, eh bien, il faut bien remplacer cette matrice. Et souvent, on ultra-transforme. Donc, plus de 80% des aliments sans gluten sont ultra-transformés. Et pour conclure sur cette question, où est la tromperie, en fait? Par exemple, quand on dit source de calcium, on met l'accent sur un nutriment, c'est-à-dire sur une partie de l'ensemble, pour vous vendre l'ensemble. Mais l'ensemble n'est pas de bonne qualité. Donc, en fait, on vous trompe, on détourne votre regard sur une partie de l'ensemble, ce qu'on appelle le réductionnisme, pour vous vendre l'ensemble. Par exemple, j'ai vu des céréales du petit déjeuner où il y a marqué blé complet, mais qui sont pourtant des bombes de sucre. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont riches en sucre ajouté, et même les céréales dedans, comme elles sont cuites extrudées, eh bien, elles se transforment, elles ont un index glycémique très élevé, se transforment très rapidement en sucre dans l'organisme. Donc, on détourne votre regard sur blé complet ou alors enrichi en fibres minéraux pour vous vendre l'ensemble qui est médiocre, qui est une bombe de sucre. Et c'est basé aussi sur l'idée que vous serez en bonne santé si vous remplissez vos besoins nutritionnels. Or, c'est faux, vous pouvez remplir vos besoins nutritionnels et tomber malade chronique. Je m'explique, si vous saupoudrez des bonbons tous les jours de fibres, minéraux, vitamines, antioxydants, oligo-éléments, oui, vous allez remplir vos besoins nutritionnels. Mais si la qualité matricielle de la calorie est ultra transformée, comme ces bonbons par exemple industriels, eh bien vous allez remplir vos besoins nutritionnels, mais vous allez tomber diabétique. Donc il y a aussi cette tromperie qui est peut-être de l'ignorance, qui est de faire croire aux gens que la santé est liée à l'équilibre nutritionnel. Or c'est totalement faux. La santé n'est pas liée seulement à l'équilibre nutritionnel, elle est d'abord liée à la qualité de vos calories et au degré de transformation. Donc vous voyez toute. Alors ça, c'est ce que j'ai appelé les travers du réductionnisme nutritionnel ou du nutritionnisme, c'est-à-dire de réduire le potentiel santé de l'aliment à des équilibres en nutriments. Mais c'est faux, c'est scientifiquement faux. D'ailleurs, vous n'avez peut-être, à part la viande rouge qui est consommée en excès, mais vous n'avez pas de relation d'association entre les maladies chroniques et la composition naturelle des aliments fournis par la nature. Peut-être si vous consommez effectivement en excès les viandes rouges, parce que l'excès de fer peut poser problème. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, en fait, quand vous prenez les aliments, il n'y a aucun aliment dans la nature, enfin fourni par la nature, aliment brut, qui est équilibré nutritionnellement. Aucun. Le seul aliment équilibré, c'est le lait maternel pour la croissance du bébé. Mais sinon, tous les aliments sont déséquilibrés en un nutriment ou autre chose. Par exemple, les céréales sont déficients en un acide aminé, les légumineuses aussi. Les fruits à coque peuvent être riches en lipides, l'avocat est plus riche en lipides, etc. Donc, vouloir relier la composition naturelle des aliments à la santé n'a aucun sens. Il faut juste manger varié. Et en mangeant varié, vous allez combiner tous ces aliments qui vont recréer un équilibre. Donc, vous voyez tous les travers de cette approche réductionniste en se focalisant sur les nutriments, c'est-à-dire sur une partie de l'ensemble. Et donc, malheureusement, c'est ce qu'on a fait beaucoup trop dans le monde ces 60 dernières années. Et malheureusement, ce réductionnisme nutritionnel, non seulement n'a pas enrayé les maladies chroniques, mais elles se sont aggravées. Et ce réductionnisme a créé beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Parce que les gens ne savent plus, alors ça, j'aime bien dire cette phrase, mais les gens ne savent plus à quel nutriment se vouer. Et donc, en fait, voilà, il faut vraiment revenir à une approche holistique de l'alimentation, de l'aliment. Et vous allez voir qu'en revenant vers ce type d'approche, tout se simplifie, les choses sont très simples, et vous verrez qu'en fait, que bien manger est d'une simplicité enfantine. Tout à fait d'accord avec vous. Il vaut mieux se concentrer sur l'aliment que essayer de recouvrir ses besoins, mais avec une complémentation. C'est ça, il faut mieux encourager les gens à revenir à un régime équilibré de base.
Parce qu'il a été calculé que notre régime alimentaire sur une semaine apportait plus de 26 000 composés différents. Donc, vous voyez la complexité des régimes alimentaires. Il y a tous les polyphénols, les phytonutriments, les caroténoïdes, etc. C'est très, très varié. Donc, on ne peut pas réduire l'aliment à quelques composés, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment plutôt s'interroger sur la qualité globale de son régime. Et si on a un régime équilibré, on n'aura plus besoin de compléments, à moins de situations exceptionnelles qui peuvent être un peu graves, de carences ou de déficiences ponctuelles, évidemment. Ça peut arriver, donc il faut pas non plus, on ne peut pas être contre les compléments, mais il faut qu'ils trouvent leur place de niche dans des contextes particuliers. Par contre, si la norme, c'est de dire aux gens, bah, finalement, vous mangez mal, continuez à manger mal et vous allez compléter avec des compléments, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne vous empêchera pas de tomber malade chronique parce que vous pouvez remplir vos besoins nutritionnels et tomber malade chronique si les calories que vous consommez sont de mauvaise qualité. Donc, la qualité de la calorie, c'est l'effet matrice, c'est-à-dire quel est l'environnement matriciel de votre calorie. C'est ça qui compte. Donc, une calorie d'un aliment A n'est pas égale à une calorie d'un aliment B. Consommer 500 kilocalories de lentilles n'a pas du tout le même effet sur la santé que 500 kilocalories d'un soda, parce que entre les deux, vous avez la transfo, l'effet matrice, qui fait que la calorie ne va pas s'exprimer de la même manière dans votre organisme. Il y a aussi la mastication, la satiété, l'interaction avec les hormones, qui est très liée aussi à l'effet matrice. L'insuline, l'hyperinsulinémie, c'est bien un problème d'effet matrice parce que ça veut dire que vous consommez des sucres très très rapides et donc vous entraînez une hyperinsulinémie. Et si vous consommez des sucres très très rapides, c'est souvent parce que la matrice a été dégradée. Donc, croire que le surpoids et l'obésité, c'est une différence entre les calories ingérées et dépensées, est faux. Parce qu'entre les deux, vous avez l'effet matrice, les hormones, le degré de transformation. Et donc, il faut toujours avoir en tête l'environnement matriciel, et je terminerai là-dessus. 1 gramme de fructose d'un fruit entier n'a pas le même effet, en théorie, que 1 gramme de fructose d'un soda issu d'un sirop de glucose fructose, lui-même issu du cracking de la fécule de maïs. Parce que dans le soda, le fructose est une calorie vide. Ensuite, la matrice est liquide, donc pas de satiété, donc vous allez en consommer plus derrière. Alors que dans le fruit, le fructose est accompagné de minéraux, fibres et vitamines, d'une matrice solide que vous mastiquez, donc de la satiété. Et comme le fructose est piégé dans la cellule du fruit, il ne va pas être libéré à la même vitesse. Et donc, on sait qu'il y a un lien aussi entre la vitesse de libération des nutriments et notamment la sécrétion de certaines hormones. Voilà, donc on ne peut plus réduire l'alimentation aux besoins nutritionnels et aux calories. C'est important d'avoir des connaissances, c'est aussi important de remplir ses besoins nutritionnels, bien sûr, mais avec des calories de qualité, pour ne pas tomber malade chronique en même temps. Et quelles sont selon vous les pistes à explorer au niveau de notre consommation ou notre production pour réduire l'impact négatif sur notre environnement? Oui, alors c'est une question sur laquelle on a réfléchi avec notamment un de mes collègues où je travaille, qui est le Dr Roch. J'ai commencé à réfléchir à ça vers 2015-2014. Et donc, en fait, ça va nous amener à la règle générique des 3V. Si vous voulez, on s'est rendu compte, toujours comme pour Nova, de manière très empirique et inductive. C'est-à-dire qu'on a observé, et à partir des observations, on a induit une nouvelle théorie, un nouveau concept, un nouveau paradigme, une nouvelle classification. Donc Nova, lui, il a induit une nouvelle classification qui ensuite, à rebours, est testée sur le terrain dans des populations spécifiques, cette fois-ci selon une démarche déductive. Donc nous, pareil, de manière inductive, on s'est rendu compte que la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire, One Health Approach, une seule santé, on s'est rendu compte que cette relation était gouvernée par 3 dimensions. Le ratio produits animaux sur végétaux, qui est quand même connu, puisque depuis longtemps on dit que l'excès de produits animaux, il faut faire attention. La variété, là aussi c'était plutôt connu, tout le monde le connaît cette dimension. Mais la 3e dimension qui est émergente depuis une quinzaine d'années, c'est la transformation. Et cette dimension manquait, c'était le chaînon manquant, qui faisait qu'on avait des résultats parfois contradictoires et pas très robustes. Et donc, on a appelé ces 3 dimensions végétales, vraies, variées, vraies par opposition à aliments ultra transformés ou faux aliments, donc le degré de transformation. Végétal pour végétaliser son assiette. Et donc, on est arrivé à une évaluation médiane de ne pas dépasser 2 à 3 produits animaux par jour en termes de portions. Pour le vrai, on est arrivé aussi, alors c'est un seuil de précaution qui sera sans doute ajusté dans le futur, mais on arrive pour l'instant à peu près à 15% de calories ultra transformées par jour maximum, c'est-à-dire 1 à 2 produits, 1 à 2 portions. Certains anglo-saxons disent que c'est peut-être même 10%.
Mais pour l'instant, les 15% me paraissent assez raisonnables en attendant d'autres études. Et puis varier, qu'est-ce que veut dire varier? Ça veut dire varier les groupes alimentaires dans les produits animaux et végétaux. C'est-à-dire, produits animaux, c'est œufs, produits laitiers, viande rouge, viande blanche, poisson gras, poisson maigre, fruits de mer, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, dans les produits végétaux, les grands produits végétaux, c'est fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, fruits à coque, tubercules. Vous avez aussi les algues et les champignons, pourquoi pas. Ensuite, au sein de ces groupes, eh bien, il faut varier, c'est-à-dire dans les fruits, pas manger toujours le même fruit, etc. Donc la variété, c'est tout simplement ça, c'est varier les groupes végétaux et animaux, et au sein des groupes animaux et végétaux, changer. Par exemple, dans les céréales, vous pouvez prendre sur une semaine, pourquoi pas du maïs, du riz et du blé, ou des pseudo-céréales comme du quinoa ou du sarrasin, qui ne sont pas des céréales en fait. Dans les légumineuses, vous pouvez alterner soja, pois, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez tous les haricots blancs, les haricots rouges, et puis dans les fruits à coque, vous avez les amandes, les noisettes, les noix de macadamia, enfin il y en a plein. Et donc on a rajouté à varier, si possible, biolocal et de saison. Et donc on a développé le concept mnémotechnique de 3 VBLS pour végétal vrai varié, si possible, biolocal et de saison. Pourquoi ces 3 dimensions génériques sont importantes et robustes? Tout simplement en faisant un petit exercice mental qui montre que effectivement ces 3 dimensions sont irréductibles, interconnectées et interdépendantes. C'est que faites le jeu de supprimer une des dimensions. Eh bien, quand vous supprimez une des dimensions, vous verrez que ça ne fonctionne plus pour la santé globale. Par exemple, si vous faites beaucoup de produits animaux, vrais, variés, eh bien, trop de produits animaux pour nourrir bientôt 8 milliards d'êtres humains, ce n'est pas viable pour la planète. Et il y a quand même des études qui montrent que les excès de produits animaux, notamment viande rouge, peuvent être associés à des risques de diabète de type 2 ou de maladies cardiovasculaires ou de cancer colorectal accru. Ensuite, si vous êtes végétal, faux, varié, c'est-à-dire un vegan, mais qui consomme beaucoup ultra transformés, comme les steaks végétaux, des galettes végétales, eh bien, ou même d'autres produits végétaux, eh bien, ce n'est pas meilleur pour la santé de la planète. On l'a vu, hein, les produits ultra transformés sont associés à des risques accrus de maladies chroniques et sont associés à des systèmes alimentaires peu durables. Et donc, vous voyez bien que cette dimension manquait. Parce qu'il ne suffit pas de dire manger 5 fruits et légumes par jour au végétal, mais il faut rajouter peu transformé. Parce que si vous mangez végétal ultra transformé, il y a une étude qui a montré en 2018 par Satija et collaborateurs, ils ont classé les produits végétaux en très transformés et peu transformés. Ils n'ont pas utilisé Nova, hein, ils ont fait leur classement à eux. Eh bien, ceux qui consomment des végétaux très transformés ont les mêmes risques pour chaque augmentation d'une portion de produit végétal, ont les mêmes risques de maladies coronariennes qui augmentent que ceux qui consomment des produits animaux, également pour chaque augmentation d'une portion de produits animaux. Alors que ceux qui consomment des végétaux peu transformés, c'est l'inverse, le risque décroît. Donc la différence ici entre le haut et le bas est bien le degré de transformation. Et enfin, si vous consommez végétal vrai monotone, eh bien, la monotonie est associée à des carences ou des déficiences qui sont déjà observées dans les 3 continents émergents. En Chine, ça peut être en Afrique subsaharienne, l'iode, la vitamine A, le fer, le zinc, par exemple, mais surtout l'iode et la vitamine A qui ont été beaucoup documentés. Et puis la monotonie, si tout le monde mange la même chose, on ne va pas beaucoup stimuler la polyculture et la biodiversité agricole. Donc on voit bien que ces 3 règles sont importantes et peuvent servir comme des leviers robustes pour orienter des politiques agricoles, pour orienter nos choix alimentaires. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est très simple de bien manger, parce que la seule question à se poser en rentrant chez soi, c'est je vais végétaliser un peu plus, réduire les ultra-transformés, et puis augmenter la variété. Et quand je peux, mais ce n'est pas obligatoire, bio, local et de saison. Et rien qu'avec cet acte qualitatif, qui est facile à retenir, vous avez un impact sur votre santé et la planète. Donc on voit bien que bien manger est simple quand on adopte une approche holistique. Et donc, en termes de choix alimentaire, pour répondre aussi à votre question, la première question à se poser, c'est quelle est la qualité globale de mon régime sur une semaine? Nous, on l'a défini comme les 3 VBLS, végétal, vrai, varié, mais ça peut être défini autrement par d'autres institutions, comme la commission Eat-Lancet, ou par exemple, il y a le régime Okinawa, méditerranéen, qui sont très très proches des 3 V, sauf qu'on achète des aliments et pas des régimes. Donc ça peut être intéressant d'avoir un indicateur sur l'aliment. Et les indicateurs aujourd'hui les plus robustes et les plus liés à la planète et à la santé, c'est ceux du degré de transformation, qui est Nova, qui est un outil académique utilisé dans le monde entier, mais aussi SIGA, auquel j'ai participé, et qui permet de voir si l'aliment est ultra transformé ou pas. Et vous voyez que vous pouvez vous arrêter là, c'est suffisant pour bien manger, parce qu'en fait, vous êtes
à des niveaux d'observation qui sont connectés au réel, votre régime et l'aliment que vous mangez. Le niveau en dessous, qui est le niveau des nutriments, déjà, on n'est plus connecté au réel. C'est des choses invisibles à l'œil nu. Donc, il faut s'y intéresser, mais en dernier recours, pour ceux qui veulent se spécialiser ou par exemple au sein des vrais aliments, une fois qu'on a séparé les faux des vrais aliments, ça peut être intéressant dans les vrais aliments d'appliquer des critères un peu plus spécifiques, comme le mode de cuisson, le degré de raffinage des céréales, par exemple. Voilà ce que je peux répondre sur comment manger. Alors après, on est aussi confronté à une question de fond, c'est-à-dire que malheureusement, les plus défavorisés, ce n'est pas forcément eux qui ont accès à la meilleure alimentation. Mais pour rassurer les gens, moi j'ai fait un calcul, un panier alimentaire qui tendrait vers cette règle des 3V n'est pas beaucoup plus cher que le panier alimentaire occidental classique d'aujourd'hui, qui est souvent riche en calories animales et ultra transformées. Donc, on peut trouver par exemple en grande distribution des lentilles en carton, qui sont d'origine industrielle. Les lentilles, c'est pas cher, c'est facile à cuisiner, c'est très bon pour la planète et la santé. Les yaourts nature, finalement, qui sont du groupe Nova 1, sont finalement même moins chers que des yaourts aux fruits ultra transformés. Vous pouvez trouver des légumes surgelés, des conserves. Donc, si vous voulez, au début, ça va demander un peu d'effort, mais une fois que vous aurez pris le pli pour choisir des aliments industriels non ultra transformés, ça peut aller assez vite, sachant qu'on a fait un calcul avec SIGA sur plus de 30 000 aliments, et on s'est rendu compte que sur tous les produits étiquetés emballés en grande et moyenne surface, 2 tiers sont ultra transformés et 1 tiers ne sont pas ultra transformés. Mais dans ces 1 tiers, il y a largement de quoi bien manger sur une semaine. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir un rythme de vie pressé, etc., et acheter industriel, mais de qualité. Donc, il est tout à fait possible d'acheter industriel de qualité. Donc, si tous les produits industriels ne sont pas ultra transformés, par contre, en général, tous les produits ultra transformés sont d'origine industrielle, à quelques exceptions près, parce qu'à la maison, vous pouvez cuisiner ultra transformé. Mais bon, si vous cuisinez ultra transformé à la maison, c'est bien parce que vous avez acheté un produit industriel ultra transformé, comme une pâte à pizza ou une sauce. Peut-être on va revenir sur SIGA et son rôle pour le consommateur, si vous le voulez bien. Oui. Alors, donc moi, j'accompagne SIGA depuis sa création, fin 2016, début 2017. SIGA, c'est... Alors, en fait, SIGA se base sur les travaux scientifiques des Brésiliens, Nova d'abord, sur mes travaux, surtout en ce qui concerne les approches holistiques et réductionnistes de l'alimentation et les 3V. Donc, SIGA s'adresse au deuxième V, qui est vrai. Parce que si vous voulez, des 3V, c'est le plus difficile. Végétal, animal, bon, tout le monde peut à peu près reconnaître ce que c'est qu'un produit animal d'un produit végétal. Varié, voilà, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire, c'est-à-dire augmenter la diversité des aliments que l'on consomme. Par contre, le vrai était plus compliqué à appréhender pour le consommateur. Donc, SIGA a voulu s'adresser au vrai des 3V, a développé son application après 3 ans de science. Donc, la méthode a été publiée en 2020, la méthode SIGA, dans Food and Function. Qu'est-ce qu'on peut dire de SIGA? Donc, ces 3 ans de recherche ont consisté principalement au développement d'algorithmes selon une démarche holistique et réductionniste, et en une liste exhaustive de tous les marqueurs d'ultra-transformation sur la planète. Donc, ça a été un travail très important qui a été fait. Et pourquoi je dis que c'est une classification holistico-réductionniste? Parce que dans mes travaux, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait combiner les deux approches, c'est-à-dire global et spécifique, mais qu'il fallait toujours aller du global au spécifique. Donc, SIGA a voulu appliquer ces résultats en partant du global, c'est-à-dire Nova, mais en créant des sous-groupes au sein des groupes Nova, plus réductionnistes et spécifiques. Donc, on a gardé les groupes Nova, mais on a rajouté des sous-groupes. Donc, par exemple, Nova, dans les pas peu transformés, nous, on a séparé pas et peu transformés, notamment pour l'effet matrice, puisque si on applique un traitement mécanique, thermique ou fermentaire, ça modifie la matrice. Dans les transformés, qui sont l'ajout d'ingrédients culinaires, on a pensé que c'était quand même important de distinguer les seuils de sucre, sel ou gras ajoutés. Et ensuite, dans les ultra transformés, pareil, on distingue les seuils de sucre, sel ou gras ajoutés, on distingue les additifs à risque et le nombre de marqueurs d'ultra-transformation avec un potentiel effet cocktail. Donc, on aboutit au final avec, on a 4 groupes dans Nova, et avec SIGA, au final, on a à peu près 9 groupes. Mais le premier seuil de décision, c'est le degré de transfo. Donc, c'est comme une arborescence, on peut imaginer un arbre de décision. On commence par décider selon la transfo, et ensuite par des critères plus spécifiques. Et il ne faut surtout pas aller dans l'autre sens. Par exemple, si je décide de choisir un aliment par sa composition nutritionnelle, eh bien, on peut se retrouver avec des aliments qui
qui ont en apparence un bon équilibre nutritionnel, partiel, et qui sont ultra transformés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ainsi, plusieurs études, par exemple en Australie, ils ont montré avec le Health Star Rating, qui est un score de composition, que plus de 50% des produits bien notés sont ultra transformés. Alors ça pose problème parce que les ultra transformés, plus de 70 études montrent qu'ils sont à risque de maladies chroniques. Donc il faut bien commencer du global au spécifique et surtout pas aller dans l'autre sens, c'est-à-dire choisir ses aliments sur des critères réductionnistes. Parce que dans l'autre sens, ça ne marchera plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si je vous disais moins sucré. Ben, moins sucré, vous allez vers un soda light, qui est bien noté en score de composition. Et pourtant, les soda light ne sont pas meilleurs pour la planète et pas meilleurs pour la santé. Et il y a même plus d'additifs dans le soda light que dans le soda regular, comme disent les Américains, ou standard. Et que pensez-vous d'une collaboration de l'indice SIGA avec, pourquoi pas, le Nutri-Score? Ben en fait, c'est déjà fait, puisque enfin, la collaboration n'est pas faite, mais je ne pense pas qu'elle se fera. Mais déjà, SIGA déjà intègre la composition. Donc en fait, SIGA est déjà une réconciliation de la transfo et de la composition de l'aliment. Mais la composition, ce n'est pas seulement le sel, le sucre et le gras dans SIGA, c'est aussi les additifs et les marqueurs d'ultra-transformation, c'est-à-dire la présence de sucre, de protéines, de fibres et de matières grasses ultra-transformées. Donc, si vous voulez, déjà, SIGA combine, déjà que SIGA est un score holistique qui combine tout ça. Mais la vraie question était comment combiner, c'est-à-dire comment hiérarchiser l'information. Et sur la base donc, des travaux que j'ai publiés, je suis arrivé à cette conclusion qui, pour moi, est très, très importante pour la société, c'est qu'il faut toujours hiérarchiser du global au spécifique. Donc, il faut commencer par la transfo, et après, éventuellement, la composition, le type de cuisson, le nombre de marqueurs d'ultra-transformation, voir s'il y a des additifs à risque, etc. Voilà. Donc, en fait, SIGA le fait déjà. Donc, le score existe déjà, le score intégratif. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est agréger des données sous forme de somme, des données. Vous voyez, c'est comme une boule à facettes. Parce que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, 1 plus 1 est supérieur à 2 en termes holistiques. Donc, avec cette vision, plutôt que d'agréger des entités séparées et de faire des sommes, il faut hiérarchiser plutôt. C'est-à-dire utiliser l'arbre de décision. Vous savez, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce, quand vous visitez un appartement, vous avez en première intention une impression globale de l'appartement. On va l'appeler une impression holistique. Et c'est ensuite en visitant l'appartement que vous allez commencer à observer les détails. Vous voyez? Donc en fait, pourquoi il faut être holistico-réductionniste? Parce qu'on pénètre toujours dans le réel avec une impression globale, et c'est ensuite qu'on voit les détails. C'est une analogie, évidemment, mais nous sommes profondément convaincus, et j'ai publié ça dans évidemment des journaux avec relecture, donc c'est publié, tous ces résultats, qu'il faut toujours aller du global au spécifique, et donc être holistico-réductionniste, mais surtout pas réductionistico-holistique, c'est-à-dire partir du bas, selon une approche bottom-up, et généraliser à partir du spécifique. Il faut faire une approche top-down, du global vers les parties. Donc, de la matrice vers les nutriments, et non pas des nutriments vers la matrice. Eh bien, je pense que ça va faire une bonne conclusion à cette interview. Merci de votre confiance, merci.